Cette deuxième partie de l'histoire des Francaliens est la plus importante. Elle traite de l'histoire des Francaliens jusqu'à la mort de Clovis en 511. Il s'agit essentiellement d'une description événementielle. Les Germains viennent de Scandinavie. Ils commencent à migrer dès la fin de l'âge du bronze au 8e siècle avant Jésus-Christ, en direction des rives méridionales de la Baltique et de la mer du Nord, où ils font face aux Celtes. L'origine de cette migration est incertaine. Croissance démographique, bouleversement climatique, avec apparition de famine par disparition des terres arables en Europe septentrionale. Parmi ces premiers Germains, on distingue les Cimbres, les Teutons et les Ambrons. En 101 avant Jésus-Christ, Cimbres, Teutons et Ambrons descendent vers le sud. Ils sont ralliés au passage en Helvétie par les Tigurins, une tribu celtique locale. Les Cimbres poussent jusqu'en Italie du Nord, à Vercella, où Marius, à la tête de 10 légions romaines, les défait. Leur roi, Boiorix, y trouve la mort. Les Teutons et les Ambrons seront arrêtés à Aix par le même Marius. Teutobochus, le géant, est fait prisonnier. De ces deux victoires, Rome récupère près de 140 000 esclaves, plus qu'il ne lui en faut. Cette masse d'esclaves sera la source de nombreux troubles et révoltes serviles, dont la plus connue est celle de Spartacus entre 73 et 71. Au 1er et 2e siècle de notre ère, les Germains pénètrent plus dans le continent. Cette période est marquée par le net recul géostratégique du monde celte, pris en étau entre les Germains au nord et Rome au sud. Cette période correspond au Haut Empire romain dont l'apogée se situe en l'an 117 de notre ère sous Trajan. En quelques décennies à peine, le Rhin et le Danube deviennent les nouvelles frontières occidentales et méridionales de la Germanie au contact direct de Rome. Les Francs font partie des peuples germaniques. Ils vivaient à l'origine sur les rives est du Rhin, aux côtés d'autres tribus franques comme les Chamaves et les Bataves, ainsi qu'aux côtés de tribus non franques comme les Frisons et les Chauques. Les Bataves, installés en bord de mer du Nord, sont d'excellents cavaliers et servent d'auxiliaires pour les Romains. Ils seraient issus du peuple chatte et se tournent rapidement vers Rome, contrairement aux autres peuples germaniques qui préféreront demeurer libres. Sous la conduite de leur chef Caius Julius Civilis, un Batave, citoyen romain depuis 2 générations, ils se révolteront en 69 après Jésus-Christ. Ils prennent Mayence et sont vaincus à Trêves. Un traité avec les Romains les rapproche et ils deviennent alliés des Romains en 70. Ils seront absorbés par les Francs à la fin du IIIe siècle. Les Frisons sont comme les Bataves d'excellents cavaliers et leurs chevaux étaient jalousés par les Romains de Jules César. Leur artisanat est reconnu supérieur à celui des autres Germains ou de la plupart des Belges de Gaule. Les armes forgées en Frise sont recherchées sur les marchés de la mer du Nord que les Frisons gouvernent en maîtres. Soumis par Auguste en 14 après Jésus-Christ, ils se soulèveront victorieusement contre Tibère en 28. Cette victoire leur permit de vivre libres au-delà du Rhin jusqu'au milieu du IIIe siècle. Mais en 250, la remontée du niveau de la mer par le phénomène de la transgression marine les entraîne plus dans le continent, où ils harcèlent les Saxons pour enfin s'établir en Flandre maritime et dans le Kent de la Bretagne insulaire. En 260, les monnaies frappées sous l'empereur des Gaules posthume sont ornées d'une galère, ce qui montre l'importance de la défense maritime romaine face à ces Frisons. Ces pirates redoutables qui pratiquent le cabotage dans la partie méridionale de la mer du Nord. Au début du 5e siècle, certains Frisons commencent à s'installer sur l'île de Bretagne, contribuant à la crise politique des territoires romains de la Gaule et de l'île de Bretagne. Clovis tentera de les soumettre au christianisme. Au 7e siècle, les Frisons commercent avec les Scandinaves et contrôlent la majorité des côtes méridionales de la mer du Nord. Après Saint-Éloi, en 660,
qui échouera à les convertir, ce sont finalement des missionnaires anglo-saxons qui réussiront. Pépin de Herstal les soumettra une première fois en 696, puis Charles Martel une seconde fois en 717. La Frise deviendra un comté franc avec Charlemagne en 785. Tacite, né en 58 et mort en 120, écrivain romain, dans son ouvrage Germania, paru en l'an 98, ne cite ni les Francs, ni non plus les Alamans. Les Francs apparaissent ainsi comme une coalition qui s'est opérée plus tard au IIIe siècle. Au IIIe siècle, ils sont installés au nord-ouest de l'Allemagne, face aux Alamans qui se trouvent au sud-ouest de l'Allemagne et aux Burgondes qui en occupent le centre. Les Francs, dans leur ensemble, sont donc une ligne de peuples germaniques qui se forme vers 240, c'est-à-dire après l'édit de Caracalla, et coïncide avec l'entrée de l'Empire dans la période de l'anarchie militaire. La Ligue franque se fait en réponse à la formation de la Ligue des Alamans et de celle des Burgondes. Ce sont ainsi trois entités germaniques qui font face à l'Empire romain au-delà du Limès. Pour info, les Alamans seront en guerre quasi constante avec les Francs. Le terme Alaman veut dire « gens de toutes sortes ». Ce sont surtout des Souèves qui composent ce peuple. Les Souèves sont déjà nommés par Jules César dans sa guerre des Gaules. Ils donneront leur nom à la Souabe, région du sud-ouest de l'Allemagne en face de l'Alsace. Les Alamans apparaissent pour la première fois dans les textes romains en 213, lorsqu'ils envahissent l'extrême ouest de la Germanie entre le Rhin et le Danube, pour se répandre en 260 dans l'Helvétie du Nord, le pays de Bade et l'Alsace, région précédemment romanisée. En 357, dirigé par le roi Cnodomar, après une bataille féroce, ils sont sévèrement battus à Strasbourg et rejetés derrière le Rhin par les Romains de Julien, neveu de Constance II et futur empereur. Cnodomar, capturé lors de la bataille, mourra de vieillesse dans un camp de prisonniers à Rome. En 476, les Alamans seront battus par Clovis qui annexera leur territoire à son royaume dans la future Austrasie. Les Alamans sont impitoyables avec les chrétiens. Ils vénèrent Odin, Thor et Freya. Jusqu'en 690, leur écriture restera runique. Ils seront progressivement convertis au christianisme de la fin du VIe au début du VIIIe siècle. Ils seront fortement défaits lors du massacre de leur aristocratie au procès de Cannstatt en 746 par le carolingien Carloman, fils de Charles Martel, frère de Pépin le Bref, et maire du palais d'Austrasie. Après le traité de Verdun en 843, entre les trois fils de Louis le Pieux, leur territoire fera partie de la Francie orientale. Puis, au cours du déclin de l'Empire carolingien au début du Xe siècle, en 915, le duché de Souabe sera créé. Parmi la Ligue des Francs, on peut citer, au 1er siècle, les Chamaves, les Chattes, les Bructères. Ces trois peuples forment le socle, la souche originelle des Francs. À partir du IIIe siècle, la Ligue des Francs intègre les Ampsivariens, les Saliens et plus tard les Tenctères, les Tubantes et les Usipètes. Les Chattes sont cités par Pline l'Ancien en 75 comme membres d'une confédération ethnique commune avec les Souèves et les Chérusques. Les Chattes ont participé à l'insurrection menée par Arminius le Chérusque qui conduisit à la perte des 3 légions romaines de Varus lors de la bataille de Teutoburg en l'an 9. Cette bataille, dans laquelle 20 000 Romains furent tués, fut traumatisante pour l'empereur Auguste et marquera l'arrêt de la progression romaine en Grande Germanie. Jamais Rome n'avait connu un tel carnage depuis la bataille de Cannes contre les Carthaginois d'Hannibal Barca en 216 avant Jésus-Christ. La ville de Vadgirm sera démantelée, l'exploitation du plomb s'arrêtera et le rêve d'une grande Germanie sera abandonné. En l'an 15,
Germanicus, nommé par Tibère pour venger la défaite, se rend sur le champ de bataille et découvre le carnage. Il récupère 2 des 3 aigles impériaux chez les Bructères et les Mars. En l'an 16, Germanicus bat Arminius sur la Vézère, à Idistavio, et capture son épouse Thusnelda. Son retour sera difficile par la voie fluviale et par la mer du Nord. En l'an 17, les offensives militaires romaines ayant cessé, les guerres civiles entre Germains reprennent. En l'an 21, Arminius est assassiné par les Germains. En l'an 37, Caligula mène un raid contre les Chattes et en 39, il libère les légionnaires prisonniers depuis l'an 9. En l'an 41, le 3e aigle impérial est récupéré par Publius Gabinus chez les Chauques. Les Chattes seront convertis au christianisme par Boniface au début du 8e siècle. Sur recommandation de Boniface, Charlemagne fera abattre leur chêne sacré, dit de Thor, en 772, près de Fritzlay. Parmi les autres peuples rattachés aux Francs, on peut citer les Sicambres, les Tongres et les Ubiens. Ces 2 derniers peuples occupent respectivement les régions autour de Tongres et de Cologne. Ils avaient été incorporés à l'Empire sous Jules César et ont été les premières tribus germaniques à céder à la pratique romaine. Lors de la guerre des Gaules, les Ubiens furent de loyaux alliés des Romains. En l'an 18, avant Jésus-Christ, sous la pression conflictuelle avec les autres peuples germaniques qui voient d'un mauvais œil leur alliance avec les Romains, Agrippa, général de l'empereur Auguste, les déplace sur la rive gauche du Rhin, dans la future province de la Germanie inférieure, et fondent leur capitale Cologne 10 ans plus tard. Ils porteront ensuite le nom de Agrippinenses, en hommage à la femme de Claude, qui en l'an 50 rebaptise le Oppidum en l'honneur de sa femme Agrippine. Plus tard, ils aident les Romains à réprimer la révolte des Bataves en 70. Les Agrippinenses firent de même contre les Marcomanns de Pannonie en 167. En 306, ils combattent aux côtés des Saliens contre les Alamans, et par la suite, ils fusionneront avec les Francs de la Gaule. En 241, une première incursion franque, probablement des Chattes, les redoutables fantassins, est repoussée par le jeune général Aurélien, qui en tue 700 et en capture 300, vendus ensuite comme esclaves. Aurélien, qui est né en 214, sera empereur romain de 270 à 275, à la fin de la période d'anarchie militaire. Les Francs, quels qu'ils soient, sont mentionnés en tant que tels pour la première fois lorsque Carausius passe un traité avec eux en 286 afin qu'ils s'installent à l'embouchure du Rhin, pour empêcher l'empereur Dioclétien de lancer des flottes contre la Grande-Bretagne. Carausius est d'origine gauloise belge. C'est un haut militaire romain qui a été auparavant chargé par Maximien, général nommé par Dioclétien, de lutter contre les Francs et les Saxons. Il préférera être de connivence avec eux pour partager leur butin, et sera condamné à mort pour cela par l'empereur d'Occident Maximien. À cette sentence, Carausius file en Grande-Bretagne avec sa flotte. Lors de son débarquement en Grande-Bretagne en 286, Casorius consolide le contrôle de toutes les provinces de Grande-Bretagne. Il prend alors la pourpre impériale et devient de fait usurpateur en se faisant proclamer empereur par ses légions. Une invasion est programmée par Maximien, mais elle échoue en 288. Maximien est confiné sur le continent et doit repousser une incursion franque alliée de Carausius sur une île de Batavie et dans le pays de l'Escaut au sud du Rhin. Par la suite, Carausius restera empereur jusqu'à sa mort violente en 293. Sa flotte maritime était imposante et elle patrouillait en permanence sur la Manche, empêchant tout débarquement de Maximien en Grande-Bretagne. Carausius contrôle Boulogne-sur-Mer. Au bout de 6 ans de pouvoir, en 293,
Carausius est assassiné par Alectus, lui aussi d'origine gauloise belge. Alectus est soutenu par les marchands de Londinium, et il sera le nouvel empereur usurpateur de la Grande-Bretagne jusqu'en 296. Il renonce au territoire du continent, impossible à défendre, et rapatrie ses hommes et sa flotte sur l'île de Bretagne. Sa flotte reste néanmoins maître de la Manche, mais il a perdu Boulogne-sur-Mer. Constance Chlore, un des 4 empereurs de la tétrarchie instaurée par Dioclétien, débarque en Grande-Bretagne et tue Alectus lors d'une bataille en 297. Les Francs resteront alliés de Carausius jusqu'en 288, lorsqu'ils seront défaits par Maximien. Ces Francs sont alors dirigés par Génobon Ier, roi des Francs sur les rives de l'océan, comme disent les Romains. Maximien dévaste le pays de l'embouchure du Rhin en 288. Il y soumet ses Francs et les installe en Toxandrie, à l'embouchure du Rhin, derrière le Limès, sous le statut de Lette, peuple vassaux de l'Empire. Les Francs libèrent alors tous leurs prisonniers romains. Il semble que dès lors, les Francs-Saliens aient exceptionnellement bien accepté ce statut, pourtant peu glorieux du point de vue des Romains. Protégés par la paix offerte par les Romains, les Saliens vont alors se multiplier et prospérer le long de la mer du Nord dans les Flandres, où ils produiront du sel par évaporation de l'eau de mer, d'où leur nom. Dans les années 300, au IVe siècle, a lieu la transgression marine. La mer du Nord gagne sur les terres. Ce phénomène est dû au mouvement de l'écorce terrestre. Cette transgression a débuté vers le milieu du IIIe siècle et elle fait partie des facteurs de pression pour le déplacement des Germains du littoral. Au IVe siècle, la mer prend possession de la plaine maritime flamande, qui n'est plus qu'une étendue vaseuse, tour à tour asséchée et noyée. Les herbes marines se développent pour former des prés salés et des criques protégées des marées par l'établissement de dunes. Cette transgression fera régression au 8e siècle. Le 4e siècle reste relativement calme pour l'Empire, tant sur le plan intérieur, grâce au concours de la christianisation, que sur le plan extérieur. Les événements marquants relatifs aux barbares qui nous intéressent ici sont peu nombreux, car la partition de l'Empire par Dioclétien est une réussite stratégique sur le plan militaire. La multiplication des provinces rapproche les gouverneurs des cités. On passe de 40 provinces en 284 à une centaine en 305. On invente le diocèse, qui est un regroupement de provinces. On sépare le pouvoir militaire du pouvoir civil. Les gouverneurs sont ainsi dépouillés du commandement des troupes et sont donc plus réticents à faire sécession. Tous les chefs militaires sont nommés par l'empereur. Le système fiscal est rénové. Le principe est soit de payer une somme en espèces, soit de fournir des recrues pour le service militaire. Pour lutter contre l'inflation, Dioclétien promulgue l'édit du maximum, qui fixe un maximum pour le prix des denrées. Cette mesure aura du mal à être appliquée. La défense du territoire se fait aux frontières avec la stratégie de la riposte immédiate. Le nombre de légions passe de 39 à 53. En même temps, l'acceptation du christianisme permet à l'Empire d'avoir sinon une paix sociale, du moins une certaine cohésion interne. En 370, le royaume goth ukrainien d'Ermanaric s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. Il succombera sous la poussée des Huns à partir de 380. En 378, l'armée romaine est vaincue par les Goths à la bataille d'Andrinople. Cette bataille a lieu en Thrace, entre les Goths commandés par Fritigerne et l'empereur romain Valence. C'est une cuisante défaite pour les Romains. Cette défaite est considérée comme le début du déclin de l'Empire romain.
En 395, à la mort de Théodose le Grand, qui a été empereur de 379 à 395, l'Empire romain est définitivement partagé en deux entre l'Occident et l'Orient. Ses deux fils se partagent l'Empire. Honorius reçoit à Rome la partie occidentale et Arcadius à Constantinople la partie orientale. Les liens entre les deux empires seront définitivement rompus en 457 avec l'accession au trône à Constantinople de Léon Ier. Sur le plan spirituel, les Francs partagent le paganisme polythéiste avec les autres peuples germaniques et scandinaves. Leur dieu, Wodan, autre nom de Odin, était le père des dieux. Il présidait à la guerre, à la poésie et à l'éloquence. Sa femme est Freya et son fils Thor, le dieu du tonnerre, du vent, des saisons et de la fertilité. Les héros germains sont déifiés comme par exemple Arminus le Chérusque, de son vrai nom Hermann ou Irmine, vainqueur de la bataille de Teutobourg de l'an 9. Les Germains lui édifièrent un temple faisant face au chêne sacré nommé Irminsul, celui que Charlemagne fera abattre en 772. Les Germains croyaient en la résurrection des corps et ils enterraient leurs morts avec leurs armes et leurs objets précieux afin qu'ils continuent à guerroyer outre-tombe de par le Valhalla. Le titre de chef était décerné à celui dont la famille descendait d'un dieu. Ainsi, Frédéguer aurait été violé par Neptune pour engendrer son fils Mérovée. Au combat, le roi prêtre, le seul cavalier de la troupe, s'exposait à la vue de ses adversaires comme preuve d'une grande hardiesse. Son cheval est blanc, afin d'être mieux vu par ses troupes et ses ennemis. Lors des combats, il incarne Odin chevauchant Sleipnir, le cheval à 8 pattes. L'arianisme fut condamné au concile de Nicée sous Constantin en 325. Cette condamnation fut confirmée au concile de Constantinople en 381. Mais les Germains restent fidèles à l'arianisme contre le catholicisme nicéen, car cette religion se rapproche plus de leur ancienne religion dans laquelle le roi est prêtre également, et cumule les pouvoirs temporels et spirituels. Les chefs francs renommés. En 220, c'est la naissance de Marcomir de Toxandrie, qui meurt en 281. Il serait l'ascendant direct le plus éloigné de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, ainsi que Philippe, nommé roi des Belges en 960. En 288, on peut citer Génobon Ier, le roi des Francs sur les rives de l'océan. Il est le fils de Marcomir de Toxandrie, et on pense que c'est un membre de la tribu des Chamaves, le peuple à l'origine de la Ligue franque. En 307, Ascaric et Méroguez sont deux roitelets bructères, qualifiés de francs par les Romains, et qui mènent des raids dans l'Empire. Constantin les capturera et les livrera aux lions dans l'amphithéâtre de Trèves. En 358, Carietto le Salien organise la défense de Trèves contre des incursions chamaves. Apprécié des Romains, il sera fait commandant des deux Germanies en 366. Il combattra les Alamans en 368 et mourra lors de l'engagement. L'empereur Valentinien Ier, trop occupé à se défendre contre les Sarmates en Pannonie, préférera traiter avec les Alamans. En 358, toujours, Nébigast est un prince chamave. Au cours des années qui suivent 350, des troubles et assassinats d'empereurs romains et des guerres civiles dans l'Empire entraînent le retrait des troupes romaines le long du limès germanique. Cela incite les peuples germains, francs et alamans à envoyer des raids de pillage au sein de l'Empire. Nébigast s'en va piller la Germanie inférieure, mais sa troupe sera arrêtée par Carietto qui le fera prisonnier. Plus tard, l'empereur Julien négociera un échange de prisonniers avec les rois francs saliens et Nébigast sera relâché en contrepartie. En 373, Malobon est un roi franc qui a souvent combattu aux côtés des Romains contre les Alamans. En 398, Génobon II, roi franc, mène des raids en Germanie romaine. En 388, Marcomir et son frère Sunon sont des rois francs qui font des incursions dans la province romaine de Germanie, notamment à Cologne,
et affronte le général romain Arbogaste. En 400, Sunon est capturé par le général Stylicon, puis peu après, il est assassiné par ses propres soldats. En 409, Édobich est un chef franc partisan et il est général de l'usurpateur Constantin III. En ce début de 5e siècle, l'Empire est dans une anarchie sans nom à cause de la poussée barbare et plusieurs généraux s'autoproclament empereurs. Les Vandales, les Burgondes et les Wisigoths sont poussés par l'arrivée des Huns. Dans les années 405 et 406, l'hiver est si rigoureux que le Rhin et le Danube gèlent. Les barbares n'hésitent pas à le passer facilement. Cette double situation climatique et politique permet à plusieurs peuples germaniques d'envahir l'Empire dès 405. Les Francs rhénans pillent une première fois Trèves, alors que les Francs saliens protègent les provinces romaines de Belgique et de Germanie. Constantin III, proclamé empereur par ses légions de Bretagne en 407, tente de protéger le nord de la Gaule contre ces invasions. Il nomme Gérontius ainsi que le chef franc Édobich magister militum. Gérontius et Édobich brisent le siège de Valence mené par le général romain Sarus et le contraignent à repasser les Alpes vers l'Italie. La même année, Gérontius, resté à Arles, rejoint Maxime, un autre usurpateur romain, et se retourne contre l'usurpateur Constantin III. Ce dernier appellera Édobich pour aller chercher des renforts chez les Francs et les Alamans. Mais lorsque Édobich revient sur Arles avec ses renforts, il doit faire face à Constance III, à ne pas confondre avec l'usurpateur Constantin III. Constance III est général de Honorius, l'empereur légitime d'Occident, qui entre-temps a repris Arles. Constance III défait Édobich qui s'enfuit chez un ami, Egdicius, propriétaire terrien près de Arles, lequel le trahit et le tue. En apprenant sa mort, Constantin III se rend. Constantin III sera emprisonné et exécuté dans la capitale impériale à Ravenne en août 411. En 420, Théodomir, roi des Francs saliens, est le fils de Richomer, général franc, lequel est au service de Rome et qui a été fait consul en 384. Théodomir est égorgé par les Romains de l'empereur Honorius avec sa mère Asilla en 428, car il continue de soutenir la thèse de feu l'usurpateur Constantin III. Théodomir est donné comme le père de Clodion le Chevelu. En 428, Clodion le Chevelu est roi des Francs saliens. Il est contemporain de Chilpéric Ier, roi des Burgondes. Il profite du retrait des troupes romaines de Gaule qui vont vers l'Orient pour conduire les Saliens vers le sud de la Belgique inférieure entre Arras et Cambrai, et il s'empare de Tournai dont il fera sa capitale. Les Francs saliens étendent leur domination sur la plaine de la Flandre et les bords de l'Escaut vers 430, puis en 435 vers la vallée de la Somme. Clodion conquiert ensuite la ville de Cambrai en 448, la même année de sa mort, car il y est battu par Aëtius qui reprend Cambrai. Mais Aëtius compose avec les Francs, fraîchement dirigés par le successeur de Clodion, Mérové, et leur accordera le statut de fédus. Le peuple salien devient fédéré de l'Empire. À la mort de Clodion, plusieurs royaumes saliens voient le jour dans la région. Leurs chefs se déclarent facilement comme fils de Clodion. Ils seront tous fédérés par Clovis quelques décennies plus tard. La légende dit que Pharamond serait le père de Clodion. Pharamond serait lui-même un fils de Marcomir de Toxandrie. Pharamond aurait également été un des chevaliers de la table ronde surnommé le Gaulois. Clodion aurait eu un fils nommé Clodebeau, lequel aurait engendré Sigebert, le futur boiteux. Avec la migration des Francs saliens sur la rive gauche du Rhin, puis la constitution avec le romain Aëtius d'un fédus en la faveur de Mérové, les différents Francs rhénans de la rive droite du Rhin se retrouvent isolés des Saliens et font face aux Burgondes et aux Alamans. Ils constituèrent alors un seul royaume autour de 450 et formeront de fait une zone tampon entre la Germanie barbare et la Gaule, encore romaine. Mérové serait le premier fils de Clodion. Il devient roi des Francs saliens en 448. Il vivra jusqu'en
456. Aëtius lui confirme les annexions de Tournai, d'Arras et de Cambrai, opérées par son père Clodion. Le roi Thessalien Mérové devient un officier romain à la tête de ses troupes devenues fédérées du secteur. Sa première action décisive dans la défense de l'Empire romain est la participation de ses troupes franques à la bataille des champs cataloniques aux côtés d'Aëtius contre Attila en 451. Aëtius mérite d'avoir un petit paragraphe. Aëtius, né en 395 et mort en 454, est un sénateur romain et un généralissime de l'Empire d'Occident sous le règne de Valentinien III, lequel sera l'auteur de son assassinat. On dit d'Aëtius qu'il a été le dernier des Romains, en raison de sa lutte contre les barbares et aussi parce que, après lui, l'Empire d'Occident est gouverné à Rome par Ricimère, d'origine souève et wisigothe, puis par Gondebaud le Burgonde, avant de chuter sous la volonté du skyre Odoacre le 4 septembre 476. Aëtius est né en Bulgarie. Sa mère est une Romaine noble et riche et son père un officier romain d'origine scythe. Il est élevé à Milan, puis à Ravenne, à la cour du jeune empereur Honorius, dont Stylicon le Vandale est le régent. Âgé de 10 ans, Aëtius est envoyé comme otage à la cour d'Alaric Ier, le roi des Wisigoths qui vient d'être repoussé d'Italie par Stylicon. Les Wisigoths sont alors installés comme fédérés en Mésie. Aëtius y restera otage jusqu'à ses 13 ans. Ensuite, c'est à la cour de Rugale I, l'oncle d'Attila, qu'il est envoyé comme otage jusqu'à l'âge de 17 ans. À cette occasion, il se lie d'amitié avec le jeune Attila. De son séjour chez les Huns, Aëtius comprendra leurs forces et leurs faiblesses. Il saura utiliser des composantes uniques dans ses propres troupes comme mercenaires pour lutter contre les peuples germains qui menacent les deux empires romains. Il recrutera même une armée de 60 000 Huns pour soutenir l'empereur Jean à Rome, lequel a été mis en place à la mort de Honorius en 423 par le parti romain anti-barbare, contre la volonté de Théodose II, empereur d'Orient, et qui est le frère d'Honorius. Théodose II soutient Valentinien pour régner sur l'Empire d'Occident, contre Jean. Aëtius combat pour Jean, mais n'arrive pas à gagner contre Aspar, le général envoyé par Théodose II. Et Valentinien devient empereur en 424, sous le nom de Valentinien III. Comme il n'est âgé que de 6 ans, c'est sa mère qui assure la régence en Occident. L'armée des Huns recrutée par Aëtius est licenciée et Aëtius est épargné. Aëtius devient sénateur romain en 429 et il est nommé généralissime de l'armée. Il repousse les Francs rhénans au-delà du Rhin et il soumet les Bagaudes d'Armorique. Il bat les Francs saliens de Clodion le Chevelu et signe un traité de fédération avec lui en 431 et les installe à Tournai. En 432, il est en conflit avec l'impératrice régente, la mère de Valentinien III. Il va donc aller chercher des alliés chez Attila et entre en Italie pour défaire le généralissime Sébastien nommé par la régente. La même année, en 432, il devient consul une première fois. Il devient le principal dirigeant de l'Empire et tourne son activité vers la Gaule. En 436, avec ses alliés huns, il défait les Burgondes du roi Gondicare. En 437, l'impératrice régente lui accorde un deuxième mandat de consul. En 439, il combat les Francs et les Wisigoths de Théodoric Ier. Il charge Goar, roi des Alains, installé en Orléans, de surveiller les Armoricains. Il ne peut empêcher les Saxons qui arrivent par la mer de s'installer dans la basse Normandie. En 446, il est nommé consul pour la 3e fois. Il ne peut aider les Brito-Romains qui l'appellent à l'aide en 447. La même année, en 447, il renouvelle le statut de fédéré à Clodion le Chevelu et lui confie le territoire de Tournai comme zone tampon contre les barbares.
Les succès d'Aétius sont fragiles, car ils sont dépendants de son alliance avec les Huns, qui peuvent rompre cette entente à tout moment. En 449, Honoria, la sœur de Valentinien III, qui a 33 ans, est retenue en Orient à Constantinople. Elle demande secrètement de l'aide à Attila contre son frère, lequel vient de faire tuer son amant, et qui lui interdit de se marier pour ne pas avoir de rival héritier mâle. Alors, Honoria envoie sa bague à Attila en demande de mariage. Attila s'empresse d'accepter et en profite pour réclamer la Gaule à Valentinien III en guise de dot, ce qui lui sera refusé. C'est pourquoi, en 450, les Huns entrent en Gaule. Pour la défense du territoire romain de la Gaule, Aétius demande alors alliance au roi des Wisigoths Théodoric Ier qui accepte. Aétius complète ses forces avec les troupes franques saliques de Mérovée et des troupes franques rhénanes, plus des troupes burgondes, ainsi que des Sarmates et les Alains d'Orléans du roi Sangiban. Selon la tradition, Attila avance en Gaule en évitant Paris grâce aux prières de sainte Geneviève. Sur le champ d'une première bataille, les Alains, suspects de trahison, car ils auraient promis la ville d'Orléans à Attila, sont mis au centre, où ils essuieront le poids principal de l'assaut unique, tandis que les Wisigoths de Théodoric débordent les Huns sur le flanc et les mettent en déroute. En 451, une deuxième bataille contre les Huns a lieu au champ catalonique. Les Huns sont renforcés par les Ostrogoths de Tiumdimir, le futur père du futur roi d'Italie Théodoric le Grand. Dans cette bataille, le roi des Wisigoths Théodoric Ier est tué. Son fils Torismond est proclamé roi sur le champ de bataille. Attila est défait et Aétius conseille à Torismond de rentrer en Aquitaine pour régler le problème de la succession wisigothe plutôt que de poursuivre les Huns en déroute. Aétius fait de même avec Mérovée et lui demande de rentrer en son royaume de Tournai. Aétius agit ainsi pour éviter que les deux rois alliés ne prennent trop de prestige dans la victoire contre les Huns. Torismond reprendra la guerre contre Attila à son compte, lorsque celui-ci fait une dernière tentative d'incursion en Gaule par le Rhône. Dans cette troisième et ultime incursion unique en Gaule, les Alains sont du côté d'Attila. Torismond est victorieux. Là encore, Aétius craint que ce roi wisigoth devienne gênant de par son aura et il fait reprendre Arles par un guet-apens. Quant au frère de Torismond, il lui reproche les batailles contre les Romains et des dissensions secrètes au sein du peuple wisigoth. Torismond sera assassiné par des comploteurs à son retour à Toulouse, vraisemblablement par ses frères Théodoric, Frédéric et Euric. De retour en Italie avec l'énorme butin pris aux Huns, Aétius fait des jaloux et la famille impériale craint qu'il ne fasse un coup d'État. On fait alors circuler en Italie des rumeurs malveillantes qui disent qu'Aétius ne serait qu'un Hun romanisé et donc un traître. Il meurt poignardé de la propre main de Valentinien III le 21 septembre 454. On dira de Valentinien que ce jour-là, il s'est coupé la main gauche avec la droite. Aétius sera vengé 6 mois plus tard par 2 membres de sa garde personnelle, Optila et Trostila, qui assassineront l'empereur Valentinien III. En 453, à la mort de Torismond, le royaume wisigoth de Toulouse est mené par son frère Théodoric II. Le royaume wisigoth commence à s'affranchir de l'emprise romaine et en 466, sous le règne de son deuxième frère Euric, son statut d'État fédéré disparaîtra. En 455, l'assassinat de Valentinien III a pour conséquence la nomination de Pétrone Maxime à la tête de l'Empire d'Occident. Mais la même année, Pétrone se montre incapable d'empêcher le sac de Rome par Genséric le Vandale. Avitus, noble d'Arvène, est alors invité par Théodoric II le Wisigoth à prendre la pourpre impériale. En juillet, Avitus est proclamé empereur romain à Arles et il est reconnu par Marcien, l'empereur d'Orient, le successeur de Théodose II. Avitus entre dans Rome en septembre. En raison de ses origines gauloises, il n'est pas reconnu par les Romains d'Italie et après l'échec de sa campagne contre le blocus de Rome par les Vandales de Genséric, sa situation devient difficile. Il meurt peu après à la bataille de Plaisance en 456. Sa fille épousera Sidoine Apollinaire, issue d'une famille sénatoriale du Lyonnais.
Après Avitus, le général Ricimer, d'origine suève et wisigothe, s'appuiera sur sa fonction de magister militum pour exercer le pouvoir effectif sur l'Empire romain d'Occident par l'entremise de souverains fantoches de 456 à sa mort en 472. En 458, Childéric Ier, roi des Francs-Saliens de Tournai, fils de Mérové, mort 2 ans plus tôt, lui succède comme roi des Francs-Saliens. Il prend l'abeille comme symbole de sa royauté. Il adopte cette coutume lors de son séjour en Thuringie où il enlèvera Basine qui était la femme du roi local Basin. Les Thuringois avaient eux-mêmes pris ce symbole de l'abeille au Hun lorsqu'ils en étaient les vassaux. L'abeille symboliserait le matriarcat par l'image de la reine des abeilles qui pond sans cesse et autour de laquelle gravitent toutes les autres. Childéric Ier est à la fois roi des Francs-Saliens et gouverneur romain de la province de Belgique seconde. Il est l'exemple type d'une élite franque ayant opéré la fusion entre les cultures germano-romaines et celles païennes des tribus danubiennes. S'il reste païen, il sera le seul roi barbare à ne pas être arien, ce qui lui procure l'attention particulière des élites locales et de l'épiscopat. Il porte le paludamentum, le manteau pourpre des empereurs romains. Dans sa tombe, on trouvera beaucoup de pièces de monnaie à l'effigie de Zénon, qui est alors empereur d'Orient depuis 474. Il défend fortement les garnisons romaines de la Gaule, dirigées par le successeur d'Aécius, Aegidius, contre les Wisigoths, contre les Saxons et contre les Alamans. En 461, Aegidius, lieutenant d'Aécius, ayant repris le flambeau de la Gaule du Nord à la mort de ce dernier, refuse de reconnaître Libius Severus, le nouvel empereur romain nommé par Ricimer, et il proclame l'indépendance de la Gaule du Nord. En 464, à la mort de Aegidius, son fils Syagrius le remplace et s'installe à Soissons. Syagrius avait commencé un rapprochement avec les Wisigoths, ce qui provoquera le blocus de Paris par Childéric Ier à partir de 465. La Bretagne tombe entre les mains d'Euric le Wisigoth en 469. Tours et Amboise tombent également sous les mains d'Euric en 470, et celui-ci défait l'armée romaine qui arrive en renfort l'année suivante en 471. En 475, Clermont-Ferrand tombe à son tour après un long siège dans les mains d'Euric, ce qui amène le nouvel empereur à Rome, Julius Nepos, à reconnaître l'indépendance de l'Aquitaine et à faire l'évacuation de la Provence. Cette situation est insupportable à Odoacre, ce qui entraînera de sa part des revendications territoriales en Italie et aboutira à la déposition de Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident. Syagrius refusera de reconnaître Odoacre et il se tournera vers Euric, alors que Childéric Ier, au contraire, fait alliance avec Odoacre. Pour preuve de bonne foi envers Odoacre, Childéric mène une expédition en Alémanie, pendant que les Allemands étaient partis envahir l'Italie du Nord, ce qui les force à rentrer chez eux. À la mort de Childéric en 481, son fils Clovis le remplace et s'oppose immédiatement et ouvertement à Syagrius, qu'il battra à Soissons en 486. Clovis, né en 466 et mort en 511, est le fils de Childéric Ier et lui succède en 481. Sa mère est Basine de Thuringe. Déjà roi des Francs-Saliens, il devient roi de tous les Francs de 480 à la mort de son père, jusqu'en 511, date de sa propre mort. Il faut savoir que les historiens qui écrivent sur Clovis le font près de 3 générations après lui, et ainsi les écrits sont spéculatifs et édifiants, pas toujours fiables. Son nom veut dire « glorieux au combat ». Il a 10 ans à la chute de l'Empire romain d'Occident. Il devient roi à 15 ans. Il hérite donc du territoire de la Belgique seconde autour de Tournai. Les Francs-Saliens sont restés païens, à la différence des Burgondes, des Ostrogoths, des Vandales et des Wisigoths, bien plus romanisés et qui ont adopté le christianisme arien. À cette époque, l'Empire est traversé de débats christologiques opposant le christianisme nicéen au christianisme arien.
En gros, le christianisme nicéen dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, alors que le christianisme arien dit qu'il ne procède que du Père. Les Francs restent toutefois des Germains, bien loin du mode de vie des Gaulois d'origine celte, romanisés par 5 siècles de domination et d'influence romaine. Le règne de Clovis s'inscrit plutôt dans l'Antiquité tardive que dans le Haut Moyen-Âge, en raison de son acceptation par les élites gallo-romaines. Pour assurer l'extension de son royaume, Clovis n'hésite pas à éliminer tous les obstacles. Il assassine à tour de bras, souvent à coups de hache, les chefs saliens et rhénans voisins, et même ses anciens compagnons, ainsi que certains membres de sa famille, proches ou éloignés. Au départ, il n'a que quelques milliers d'hommes avec lui, mais il a le savoir-faire des anciennes légions romaines, et c'est cela qui fera la différence. À travers Clovis, ce n'est pas une opposition aux Gallo-Romains, mais bien une fusion entre Germains et Latins qui s'opère. Contrairement à l'Ostrogoth Théodoric le Grand en Italie qui restera un païen, un barbare hérétique aux yeux de l'Église, Clovis est considéré par celle-ci comme un Romain. Contrairement aussi aux Wisigoths qui sont chrétiens mais ariens et qui tiennent l'Aquitaine d'une main de fer et qui ne font pas le moindre effort pour se romaniser davantage. Bien que féroce, les contemporains de Clovis, qui sont de son côté, se consolent en disant de lui que, au moins, il est chrétien. En 486, Clovis épouse en second rang, pour alliance, une princesse rhénane qui lui donnera un premier fils nommé Thierry. Il mène sa première offensive contre Syagrius, l'ultime représentant d'une légitimité romaine en déliquescence depuis 476, et le défait à Soissons. Syagrius se réfugie chez les Wisigoths, qui le livreront à Clovis, qui le fera, à court terme, égorger en secret. En 490, Clovis s'allie avec le puissant ostrogoth Théodoric le Grand, qui est en train de devenir maître de l'Italie d'Odoacre. Il donnera sa sœur en mariage à Théodoric en 492. Théodoric est un ami des Allemands, et il essayera de contenir Clovis dans sa lutte contre les Allemands. En 493, Clovis épouse en premier rang Clotilde, la nièce de Gondebaud, roi des Burgondes. Avec comme épouse une princesse rhénane et une princesse burgonde, Clovis est fort de 2 puissantes alliances au sud. Et il peut alors se tourner vers la Thuringie, laquelle sera soumise. La Thuringie sera donnée en héritage à son fils premier, Thierry, en 511. En 496, Clovis mène ensuite un premier raid contre les Wisigoths d'Aquitaine et leur capitale, Toulouse. En 498, Clovis mène un second raid contre ces mêmes Wisigoths. En 499, Clovis s'allie au roi burgonde de Genève, Godésil, qui veut s'accaparer les territoires burgondes de son frère Gondebaud. Prudent, Clovis sécurise ses frontières ouest en signant en l'an 500 un pacte de non-agression avec les Bretons et les Armoricains. Clovis peut ensuite tranquillement défaire Gondebaud à la bataille de Dijon. Ils se réconcilieront plus tard en luttant ensemble contre les Wisigoths. Thierry, le fils de Clovis, consolide l'alliance avec les Burgondes en mariant en second rang la fille de Sigismond, lui-même fils de Gondebond. En 507, avec l'appui de l'empereur d'Orient Anastase, le successeur de Zénon, inquiet des visées expansionnistes des Goths chrétiens ariens, Clovis s'attaque aux Wisigoths lors de la bataille de Vouillé. Clovis tue lui-même le roi wisigoth Alaric II en combat singulier et les troupes wisigothes se replient en Espagne. Les Pyrénées restent aux mains des Basques et des Gascons. Clovis s'empare ainsi de la vaste plaine d'Aquitaine alors que la Narbonnaise reste wisigothe, tandis que la Provence est annexée par les Burgondes, alliés de Clovis. Toutefois, les Ostrogoths de Théodoric d'Italie interviennent en Provence et reprennent Arles aux Burgondes. En 508, en remerciement pour avoir défait les Wisigoths, Clovis reçoit de la main de l'empereur d'Orient Anastase le titre de consul honoraire avec les ornements consulaires qui y sont attachés. Ceci permet à Clovis de célébrer un triomphe à la mode antique dans la ville de Tours. En 508 toujours, Clovis fait assassiner Sigebert le Boiteux, puis le fils de celui-ci, Clodéric, et étend son autorité au-delà du Rhin sur les territoires francs rhénans. Il fait de Paris la ville de Sainte-Geneviève sa capitale.
Le nom de Paris rend hommage à l'ancien peuple gaulois des Parisii. La ville correspond à l'île de la Cité et a déjà été fortifiée par les empereurs Julien et Valentinien Ier. Childéric avait essayé de s'en emparer à 2 reprises sans succès. Paris n'a qu'une importance relative. Le royaume franc n'a pas d'administration. Cependant, Lyon, ancienne capitale des Gaules, perd définitivement sa suprématie politique à cette occasion. Ce n'est qu'après la mort de Clovis que les premiers édifices religieux, basiliques, seront construits. Selon Sidoine Apollinaire, né en 430 et mort en 486, Sigebert était venu à Lyon en 469 pour marier une princesse burgonde et faire alliance avec les Burgondes contre les Alamans. Ce mariage a immédiatement entraîné une période de tension entre les Francs saliens, car le roi des Burgondes d'alors, Gondioque, est nommé Magister Militum des Francs rhénans, et il est en conflit avec Aegidius, un autre Magister Militum, successeur de Aetius, et qui est l'allié des Francs saliens de Childéric Ier depuis 457. Aegidius avait repris Lugdunum, qui s'était rangé du côté des Burgondes, et avec les Francs, il avait également repris Arles aux Visigoths et s'y était établi. En 461, Aegidius avait refusé de reconnaître Sévère III, le nouvel empereur à Rome, et il avait déclaré l'indépendance de la Gaule du Nord. Il doit quitter Arles pour assurer la défense de ce territoire qui se veut indépendant de Rome. Les Burgondes en profitent pour reprendre le contrôle de Lugdunum et de la vallée de la Saône. Aegidius est ainsi coupé de ce qui reste de l'Empire d'Orient, réduit à l'Italie. Aegidius poursuit pour son compte la lutte contre les Visigoths et les défait à Orléans en 463, et leur reprend Tours en détournant la source qui alimente la ville en haut. Mais une pluie providentielle sauve les habitants et Aegidius doit lever le siège. Aegidius s'allie avec les Bretons et s'appuie sur les Francs saliens. Il peut ainsi maintenir une enclave gallo-romaine entre la Loire et la Somme. Il se peut qu'il ait perdu son autorité sur les Francs lorsqu'en 463, Childéric Ier revient de Thuringe, car il lui cède les provinces de Cologne, Trèves et celles de Tournai. Aegidius meurt en 464 au profit de son fils Syagrius. Syagrius est désigné comme roi des Romains par les Francs, les Burgondes et aussi par les Visigoths, ce qui veut tout dire. Syagrius est en conflit avec Odoacre, d'Italie, et ne reconnaît pas sa légitimité sur la péninsule italienne à la chute de l'Empire d'Occident en 476. Il envoie une demande à Zénon à Constantinople pour demander la légitimité sur ce qui reste de l'Empire d'Occident, ce qui lui sera refusé. De facto, son État, le royaume de Soissons, devient un État romain indépendant. Il fait alliance avec les Bretons. Et à la mort de Childéric Ier, Syagrius est en conflit permanent avec les Francs de Clovis. On l'a déjà dit, Clovis défait définitivement Syagrius à Soissons en 486, qui se réfugie chez le Wisigothe Alaric II, lequel l'emprisonne et le livre à Clovis, qui le fera égorger secrètement. Le territoire de Syagrius formera la Neustrie, après le partage entre les fils de Clovis du royaume franc en 511, et reviendra à Clotaire Ier, Lothaire. En ce qui concerne Sigebert, celui-ci ne participe pas à la bataille de Soissons de 486 contre Syagrius. Son rôle était de protéger les arrières franques contre une éventuelle attaque au nord par les Alamans. Néanmoins, en 496, les Alamans entrent dans son royaume franc-rhénan et prennent Trèves et Cologne. Sigebert appelle alors son cousin Clovis et livre bataille côte à côte contre les Alamans à Tolbiac, le 10 novembre 496. Sigebert est blessé au genou lors de cette bataille et en tirera le sobriquet de « le boiteux ». En échange de l'aide de Clovis, Sigebert, devenu le boiteux, envoie une partie de son armée commandée par son fils Clodéric aider Clovis à combattre Alaric II, le roi des Visigoths, à Vouillé en 507. Sigebert meurt en 508, tué dans une embuscade et sera remplacé par son fils Clodéric. Clovis se débarrassera de Clodéric peu de temps après. En 509, Cararic, prétendu fils de Clodion le Chevelu, est roi de Tongres en Thuringie. En 486, lors de la bataille de Soissons contre le royaume de Syagrius, il reste en retrait pour se prononcer en faveur du vainqueur.
l'armée de Syagrius se désagrégeant rapidement lors de la bataille, il choisit son camp et participe même au pillage. Clovis n'oubliera pas cette attitude curieuse. Par la suite, Cararic sera tondu avec son fils et ils seront cloîtrés tous les deux. Il mourra en 510, exécuté sur ordre de Clovis, avec comme prétexte une prétendue menace de mort le concernant. Clovis prend ses territoires de Thuringie. En 510, Ragnacaire, autre chef franc rhénan, également prétendu fils de Clodion le Chevelu, et donc aussi cousin de Clovis, est quant à lui roi de Cambrai. Il participe lui aussi à la bataille de Soissons. Il meurt avec son frère Riquier en 510 par un coup de hache asséné par Clovis et lui prend ses territoires. Il avait un favori du nom de Pharon. Grégoire de Tours prétend que c'est pour ses penchants homosexuels qu'il aurait été tué. En fait, sa mort entre dans le plan de Clovis de se débarrasser de tous ses adversaires pour ses propres vues expansionnistes et consolider son nouveau royaume. En 511, Clovis meurt à l'âge de 45 ans. Sur le plan législatif, la population d'Aquitaine restera soumise au bréviaire d'Alaric, appelé loi romaine des Wisigoths, adaptation wisigothique du code théodosien. Pour la population burgonde, la loi romaine des Burgondes restera en activité. Pour la population franque, peu perméable aux influences de la juridiction romaine, ils garderont leur loi salique, appliquée dès 420, laquelle contient 65 articles. La loi salique a pour but d'éviter les guerres privées, les feuds, comme moyen de régler les conflits. À l'inverse de la loi romaine, la loi salique est plus clémente avec les criminels. La peine de mort est exceptionnellement prononcée. On lui préfère les amendes. Sur le plan théologique, Clovis ne s'impose pas comme chef de l'Église comme le ferait un roi arien. Il n'intervient pas dans les décisions des évêques, bien qu'il promulgue leurs canons. Les conciles veulent faciliter la conversion des Ariens. Ils interdisent l'inceste, brisant la tradition germanique endogamique. Le roi se voit attribuer le droit de nommer les évêques, dans le but de diminuer l'évasion fiscale. Les terres royales accordées à l'Église sont en effet exemptées d'impôts. Cette attribution restera en place jusqu'en 614, quand les élections épiscopales redeviendront la règle. La chasteté des clercs et la subordination des abbés aux évêques sont rappelées. Les fugitifs peuvent trouver refuge dans les édifices sacrés. Le canon interdit aux poursuivants d'entrer dans l'enceinte du bâtiment sans avoir prêté serment sur l'Évangile de ne pouvoir infliger de châtiment corporel aux fugitifs. Une indemnisation est prévue pour compenser le préjudice subi. En cas de parjure, on prononce une excommunication. Les successeurs de Clovis sont Thierry Ier, roi de Reims, mort en 534. Il hérite de la région rhénane qui contient Metz et qui était anciennement dirigée par Sigebert le Boiteux. Clodomir, roi d'Orléans, mort en 524, qui épousera Gondioque de Burgondie. Il reçoit la vallée de la Loire. Childebert Ier, roi de Paris, mort en 558, qui épousera Ultrogoth d'Ostrogothie, reçoit la future Normandie. Clotaire Ier, dit Lothaire, roi de Soissons puis de tous les Francs, à partir de 558 et mort en 561, reçoit le nord de la Gaule. Clovis a eu une fille nommée Clotilde, qui meurt en 531, laquelle épousera Amalaric le Jeune, roi des Wisigoths, en 517. Il y a lieu de comprendre que l'État n'existe pas stricto sensu, de par cette pratique de partage du royaume franc entre tous les héritiers mâles.